J'ai un bouton, purée, je vois que ça. Ça sert à quoi d'être adulte si on a des boutons comme des adolescents? Bref, je vois que ça et maintenant vous allez voir que ça, vous aussi. Chacun ses problèmes. Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je pense 3 semaines, quelque chose comme ça. J'ai de plus en plus de mal à faire des updates lecture, ce qui n'a aucun sens parce que c'est un peu le but de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais débrief 3 livres. Je vais vous parler de Aucune terre n'est la sienne, de Au nom de tous les tiens et de Métro 2033, cette brique que j'ai dû affronter. Avant de commencer l'update lecture, si vous voulez me donner un petit peu de force, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. On va commencer l'update lecture avec Aucune terre n'est la sienne de Prajwal Parajouli. C'est un livre dont je vous avais parlé lors de la rentrée littéraire. Ça faisait partie des livres qui n'avaient pas eu beaucoup de pubs, ou en tout cas qu'on ne voyait pas énormément passer sur les réseaux sociaux, mais qui avaient quand même attiré mon attention. Et la maison d'édition me l'a gentiment envoyé pour que je puisse le chroniquer. Je sais que c'est plus septembre, je le chronique que maintenant. Que voulez-vous? Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Dans Aucune terre n'est la sienne, il y avait quand même pas mal de choses qui m'intéressaient. Déjà, on va s'intéresser à une partie du monde que je ne connais pas du tout, qui est l'Inde, qui est le Népal. Je ne connais pas du tout leur culture, je ne connais pas les histoires qu'ils ont à nous raconter, je connais rien. Franchement, je connais rien, même les restos indiens, j'y vais très très peu souvent. Donc bref, Aucune terre n'est la sienne, c'est un recueil de nouvelles. Donc on a 8 nouvelles si je dis pas de bêtises, et dans chaque nouvelle, on va avoir le quotidien d'un Népalais ou d'une Népalaise. Leur quotidien, clairement, est totalement différent du mien et sûrement également du vôtre si vous habitez en France ou même en Occident, disons la vérité. Donc vu que je connais pas du tout la culture népalaise, indienne, etc., pour moi c'était vraiment une découverte, et c'était une découverte assez troublante mais satisfaisante quand même, parce que tu découvrais en fait le quotidien de personnes, de Népalais, mais c'était sans filtre, c'était brut, tu devais un peu comprendre comment fonctionnait leur culture, mais durant la lecture, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour les 8 nouvelles, tu avais à chaque fois une histoire assez différente et qui se concentrait sur un thème particulier. Donc par exemple, tu avais le thème de la famille, le fait qu'il y ait une certaine pression pour plaire aux membres de ta famille ou à la communauté qui vit avec toi. Tu as également le thème de l'immigration, de la pauvreté. Enfin bref, tu as vraiment énormément de sujets, mais qui sont propres en fait aux problématiques que rencontrent les Népalais dans leur pays, mais également lorsqu'ils sont amenés à vivre à l'étranger. Et j'avoue, je me souviens pas de toutes les nouvelles, parce que je l'ai lu il y a un petit moment, j'avoue. Je l'ai lu en septembre-octobre, mais comme je dis, j'ai du mal à faire des updates lecture, j'ai du mal à me poser en ce moment et à juste donner mon avis. Il y en a certaines quand même qui sortent un peu du lot. La première nouvelle qui m'a vraiment plu, c'était la nouvelle entre un père et sa fille, et c'était touchant en fait, parce que lorsque je lis des histoires qui parlent de famille, le père est un petit peu oublié lorsqu'on parle de relations sympathiques, de relations fusionnelles, etc. C'est souvent des relations mère-fille. Et là, la mère, elle n'était pas très impliquée dans l'histoire, et même lorsqu'on l'impliquait dans l'histoire, elle avait un peu le mauvais rôle, on va dire. Elle s'entendait pas trop avec sa fille, etc. Et du coup, c'était le père qui s'entendait bien avec sa fille, il y avait une très belle complicité entre eux, sauf que quand la fille a 4 ans, s'entend bien avec son père, et quand elle grandit, quand il y a certaines étapes de sa vie qu'elle doit franchir, je pense notamment aux premières menstruations, le premier copain, etc. En fait, il y aura ces obstacles, ces premiers obstacles dans la relation entre le père et la fille. Et c'était super touchant, justement, lorsqu'elle a ses premières menstruations. Je ne spoilerai pas, mais la fille vit un événement, en fait, lors de ses premières menstruations, sauf que son père n'a pas la réaction qu'elle attendait. Donc, il y aura un premier obstacle à leur relation. Et quand elle va grandir, il y aura du coup les premiers copains qu'elle présente à la famille. Et encore une fois, elle attend une certaine réaction de la part de son père. Et du coup, tu vois leur relation évoluer en fonction des réactions du père. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, de montrer comment, au fil des années, au fil des âges, les attentes de la fille vis-à-vis de son père vont changer, quoi. Parce que quand elle est petite, elle s'attend jusqu'à ce que son père lui lise une histoire, qu'il lui fasse un câlin et qu'il soit là pour elle. Et le père, il voit sa fille grandir, et en fait, il se rend compte que le monde peut être assez dur, en fait, quand
tu es une femme. Et ça va un peu le challenger sur ses propres traditions, sur ses propres croyances, etc. Enfin bref, ça fait, je pense, 4 minutes que je parle de cette nouvelle-là. Mais voilà, c'est une nouvelle qui m'a beaucoup marquée, c'est une nouvelle que j'ai beaucoup appréciée. Et surtout qu'il me semble que c'est la nouvelle où il y a un petit revirement de situation à la fin. Donc vraiment, c'était une super, super nouvelle. Et il y a une autre nouvelle qui était sympathique. Enfin, en vrai, il y en a beaucoup qui étaient sympathiques, mais là, la deuxième qui me vient en tête, parce que je ne veux pas parler de toutes les nouvelles, sinon ça va durer 1 heure. Et l'autre nouvelle qui m'a marquée particulièrement et qui, pour moi, vaut le détour, c'est Aucune terre n'est la sienne. Donc, c'est la nouvelle qui donne son nom au recueil. Et là, on va suivre une femme qui est victime de discrimination parce qu'elle s'est mariée avec un homme qui fait partie d'une caste qui est discriminée, tout simplement. Et en fait, tout au long de sa vie, elle va devoir faire face à des discriminations. Je ne vais pas en dire plus en vrai sur pourquoi elle est victime de discrimination, mais ce qu'il faut savoir et ce qui est vraiment fort en fait dans cette histoire, c'est que tu te rends compte que peu importe ce qu'elle fait, elle fera jamais partie des personnes qui ne subissent pas de discrimination. Donc tu suis en fait pourquoi elle a pris certaines décisions, elle te raconte son histoire et en fait tu te dis mais la dame, elle est dans un bourbier, mais elle ne s'en sortira jamais. Jusqu'au moment où elle a la possibilité d'aller aux États-Unis. Et vraiment, cette histoire, pareil, j'ai terminé la dernière ligne, j'étais en mode waouh, vraiment, il y a des personnes sur Terre, là, c'est compliqué pour elles. Vraiment, il y a des parcours de vie. Je pense que, tu vois, ce type de parcours, je ne l'avais même pas imaginé tellement c'est rocambolesque. Et en fait, c'est un parcours, c'est un type d'histoire qui peut exister. Bref. Tout ça pour dire, Aucune terre n'est la sienne, c'était le livre que j'attendais pas du tout au tournant. J'ai lu le synopsis, j'ai contacté la maison d'édition en me disant que ça pourrait en valoir la peine. C'est un type de livre que j'ai pas l'habitude de lire, d'un auteur que je connais pas, d'une région que je connais pas. Donc je savais pas à quoi m'attendre et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je l'ai terminée en quelques jours. C'est pas très long, ça fait 300 pages, il y a 8 nouvelles et je les ai toutes appréciées. Bien sûr, il y en a certaines que j'ai appréciées plus que d'autres, mais en soi, c'était vraiment une très bonne lecture. Donc vraiment merci aux éditions Emmanuel Colas de me l'avoir envoyée. C'était super bien. Ensuite, on a Au nom de tous les tiens de Aya Sissoko. C'est un livre que j'ai acheté lors d'un événement de Overbooké. J'ai pu rencontrer l'autrice, elle nous a expliqué un peu ce qui l'avait poussée à écrire ce livre et on a pu lui poser des questions, etc. Je ne m'attendais pas du tout à ça et c'était une très bonne surprise parce que je ne suis pas le genre de personne qui va à des rencontres d'auteurs, d'autrices, etc. J'aime bien lire les livres des auteurs, j'aime bien lire les livres des auteurs. En vrai, même les interviews, etc. Je ne suis pas trop du genre à consommer ce type de contenu, à moins si l'auteur parle vraiment de son livre, on va dire pendant 5 minutes, etc. Mais les longues interviews d'auteurs, ce genre de choses, c'est pas mon délire. Je ne sais pas si c'est votre délire, mais en tout cas, ce n'est pas le mien. Et là, on a passé une session de peut-être 1h30, 2 heures. En tout cas, ça me paraissait assez long, mais pas long dans le sens je m'ennuyais. Juste long et sympathique parce que je suis rentrée, il faisait pas encore nuit, je suis sortie, il faisait nuit. Donc j'imagine que ça a duré un certain moment. Bref, je reviens au livre. Comme je disais, Au nom de tous les tiens, c'est une non-fiction. C'est une sorte de journal intime, une sorte de mémoire dans lequel Aya Sissoko va expliquer à sa fille l'histoire de sa famille, donc que ce soit du côté maternel ou paternel. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Durant ma lecture, j'ai surligné pas mal de passages. J'ai annoté ma lecture, j'en ai parlé sur les réseaux, enfin vraiment au cours de ma lecture, j'avais l'impression d'être plongée dans cette histoire familiale. J'étais touchée par les mots d'Aya Sissoko et la façon dont elle parlait de sa famille, parce que l'histoire de sa famille n'était pas facile, et ses parents sont arrivés en France pour avoir une vie meilleure et finalement, à travers son récit, tu te rends compte que ils ont affronté énormément de difficultés, ils ont laissé leur vie, ils ont pris dans la face des atrocités, de la discrimination, du racisme, les gens les regardaient de haut. C'était pas facile à lire, c'était vraiment pas facile à lire, mais c'était quand même très enrichissant de lire une non-fiction qui n'était pas un essai et qui parle de racisme. Parce que ces derniers temps, ce que j'ai lu autour du racisme, c'était plus des essais. Et là, on était sur un format témoignage très intime, où elle parle à la première personne, elle dit je, elle dit tu, parce que le texte est une lettre à sa fille. Et là, quand on parle de racisme, c'est pas juste du racisme envers
les personnes noires, c'est le racisme vraiment de manière globale parce que le père de la fille d'Aya Sissoko est juif. Donc du coup, il y a toute une partie du texte où elle va expliquer l'histoire du père de sa fille, donc qui ont vécu les camps de concentration. Et tu te dis, mais en fait, il y a vraiment un problème dans cette société. J'ai terminé ce livre en me disant, la société a un problème parce que la famille du père de la fille d'Aya Sissoko était juif. La famille était totalement intégrée, ils parlaient la langue, les enfants jouaient avec leurs camarades de classe, ils ressentaient plus de discrimination. Et puis là, pouf, la Seconde Guerre mondiale, ils sont déportés, beaucoup ne reviennent pas. Et tu te dis, en fait, quelques années plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, je sais plus quand est-ce que la famille d'Aya Sissoko arrive en France, ils ne vivent pas quelque chose d'aussi violent, d'aussi atroce que les camps d'extermination, mais tu sens qu'il y a des restes, quoi. Je me dis, après un choc comme ça, après la Seconde Guerre mondiale, finalement, on n'apprend pas de nos erreurs. Et puis là, quand tu vois l'actualité, tu dis, ouais, en fait, on n'apprend vraiment pas de nos erreurs, parce qu'on rentre de nouveau dans des schémas où on va mettre une partie de la population de côté, on va l'isoler, on va la discriminer avec des lois, etc. Enfin bref, j'ai trouvé que son témoignage était très parlant et toujours d'actualité, alors qu'elle parlait de choses qui faisaient partie du passé. Et c'est assez effrayant. Pour revenir un petit peu au livre et à la façon dont Aya Sissoko avait pu écrire, j'ai beaucoup apprécié sa plume et j'avais découvert sa plume en lisant nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on nous cache. Je pense que je dis pas le titre correctement, mais j'avais fait un vlog sur cette lecture et sa nouvelle était la nouvelle que j'avais le plus appréciée. C'est encore une histoire de mère et de fille. C'était une mère qui avait une discussion avec sa fille et qui lui disait en gros tu te rends pas compte en fait de tout ce que je fais pour toi. Franchement, si vous avez le temps, parce que ce vlog est assez long, si vous pouvez aller voir juste cette partie sur le vlog, allez-y, parce que cette nouvelle m'avait beaucoup touchée. Et là, je redécouvre encore Aya Sissoko sur un autre format. J'apprécie aussi, donc je pense que je vais lire ses autres romans, parce qu'elle en a 2 autres, il me semble, qui concernent également l'histoire de sa famille. Donc je me dis, pourquoi pas les livres, parce que pour l'instant, j'ai lu 2 histoires, 2 de ses écrits, et ça m'a beaucoup parlé. Et on termine cette update lecture avec Métro 2033 de Dimitri Gloukovski. J'ai pas les mots pour cette lecture. Je pense que ce livre m'a plongée dans quelque chose qui s'apparente à une panne de lecture, parce que depuis que j'ai terminé Métro 2033, j'ai l'impression que toutes mes lectures sont difficiles, ou en tout cas la plupart sont difficiles. Je sais pas si juste j'enchaîne des livres qui ne m'intéressent pas, ou si je suis vraiment dans un truc, dans une zone un peu... la vie est compliquée. Métro 2033, c'était une lecture difficile. J'ai le livre et en même temps, je me suis dit que j'allais l'écouter en audiobook parce que sinon, j'allais jamais le finir. Le livre fait genre 1000 pages, je crois. C'était du n'importe quoi. Genre, et à un moment, il faut arrêter d'écrire des livres aussi longs. Métro 2033, c'est un livre de science-fiction qui se déroule en 2033, je crois. Je sais pas en quelle année ça se passe. Ouais, c'est en 2033. Première phrase du synopsis, 2033, point. Ça se passe en 2033 et en fait, il y a eu une guerre nucléaire qui a décimé la planète et les survivants vivent dans le métro. Donc là, on va suivre un garçon qui s'appelle Artyom et qui a toujours vécu dans le métro. Et en fait, la station dans laquelle il vit avec son père adoptif est attaquée par ce qu'on appelle des noirs, des créatures un peu hybrides. On ne comprend pas trop ce qu'ils sont. Mais en tout cas, ces créatures attaquent sa station et les personnes qui les affrontent, lorsqu'il y a des survivants, sont totalement... ils deviennent un peu fous, quoi. Tu sens qu'ils sont traumatisés, il y a un truc. Et les personnes qui partent à leur rencontre se tuent dans des circonstances assez bizarres. Ils tuent leur ami, ils se suicident. Enfin bref, il y a un truc chelou, en fait, avec les Noirs. Et il y en a de plus en plus qui attaquent leur station. Les gens ont très peur. Et on lui donne comme mission d'aller à une station. Me demandez pas c'est quoi la station, mais en gros c'est la capitale. On lui dit tu dois aller chercher de l'aide à la capitale parce que sinon on va disparaître. Et le gars, du coup, du haut de ses 18 ans, je crois, 20 ans, il est très jeune, peut-être même il a 16 ans. Je crois qu'on nous donne pas l'âge qu'il a, je sais plus. Mais en tout cas, il part faire son aventure alors qu'il sait rien. Il est perdu.
Et durant son voyage, il va rencontrer pas mal de personnes. Vous savez, il y a des livres comme ça, même s'ils sont longs, parce que voilà, je vous ai dit 850 pages, le livre est long, mais j'étais persuadée que j'allais apprécier. J'étais persuadée que j'allais bien aimer ce livre. Et c'était un gros flop. Durant toute ma lecture, je me suis demandé ce que je foutais là. Je me suis demandé pourquoi je continuais. Et en fait, je continuais parce que j'espérais, jusqu'à la dernière page, que j'allais apprécier, que j'allais rentrer dans l'histoire, que ça allait me donner envie de lire la suite. Parce qu'en plus, il y a une suite. Le truc fait déjà 850 pages et il y a une suite. Je pensais que j'allais apprécier. C'était pas le cas. Je me suis pas ennuyée, mais si, je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée, je vais pas mentir. Je me suis ennuyée comme Jaja. L'une des premières raisons pour lesquelles je me suis ennuyée, c'est qu'en fait, l'action ne démarre pas. Parce que de chapitre en chapitre, Artyom va rencontrer de nouvelles personnes. Donc selon les personnes qu'il va rencontrer, le chapitre peut être plus ou moins rythmé. Mais du coup, quand tu tombes sur une personne que tu ne trouves pas intéressante, que je ne trouvais pas intéressante, l'histoire devenait plate et je me demandais quand est-ce que le chapitre allait se terminer. C'était juste horrible. Et t'as des chapitres qui sont très très rythmés et là t'es en mode « Ah cool, l'histoire démarre, etc. » Sauf que, bah non, quand le chapitre est terminé et que Artyom rencontre une nouvelle personne, bah ça se trouve cette personne, elle va pas t'intéresser. Donc l'histoire va retomber à plat. Et toi t'es là comme un con et t'es à la page 500 et tu te dis « Putain, il reste 300 pages. » Je suis sûre que ça se voit que j'ai le seum là quand je parle de Métro 2033. Donc comme je disais, de chapitre en chapitre, Artyom rencontrait de nouvelles personnes, mais je sais pas du coup dans quelle direction va l'histoire. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Tu sais juste que Artyom se balade dans le métro. Des fois même, il oublie sa quête originelle. Le gars part dans des sous-quêtes, tu vois. Et après, pendant 4 chapitres, il est sur une sous-quête. Et puis après, il se dit « Ah oui, c'est vrai, je devais aller à Police. » Police, c'est le nom de la capitale. Et donc après, il se dit « Ah oui, c'est vrai, je devais aller là. » Donc du coup, il repart sur sa quête principale, là. Il sait même plus pourquoi il doit aller à Police. Et toi, t'es là, comme ça, tu dis « Ok, bah, je te suis, mais gars, ton livre fait quand même 150 pages. Donc s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Donne-moi un fil conducteur. » Mais il n'y en avait pas. Surtout que j'ai l'impression que l'auteur ne savait pas quel genre était son livre. Des fois, c'était apocalyptique. Donc, vraiment, t'es dans le truc, il y a eu une bombe nucléaire, c'était horrible, les gens doivent survivre, etc. Dans d'autres cas, il y avait des créatures fantastiques. T'es en train de te dire, mais comment ça, il y a des créatures, les gens lisent dans les cerveaux, enfin... Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de rapport avec la bombe nucléaire. Et du coup, des fois, c'était juste Walking Dead, en fait, où, tu sais, t'as des bêtes comme ça, t'as des animaux, t'as des je sais pas quoi, qui sont super horribles, mais que tu dis, ok, si je sais contrôler cette bête, si j'ai la bonne arme, si j'ai le bon groupe, tout va bien. Mais à côté de ça, t'as les rapports entre humains qui sont super conflictuels. Et du coup, même si tu t'es bien installé, t'as construit ton groupe, et ben, si t'as un gars de l'extérieur qui veut foutre la merde, et ben, en fait, tu vas tout démolir. Et toi, tu devras repartir à l'aventure pour reconstruire un peu ton cocon. C'est vraiment cette vibe que m'a donné le livre, dans le sens où ça peut ne jamais se terminer, en fait. Ça peut ne jamais se terminer. Parce qu'une fois que tu es installé, il y a un connard qui peut venir et qui peut détruire ton cocon. Comme dans Walking Dead. Sauf que ça, c'est marrant. La saison 1, la saison 2, la saison 3. Mais il y a un moment, tu commences à te dire, mais est-ce qu'il y aura une porte de secours? Qu'est-ce que vous me donnez? Qu'est-ce que je dois faire avec votre histoire? Donc tu finis par tourner en rond, tu sais pas où tu vas et donc tu abandonnes. Tout ça pour dire Métro 2033, si vous n'avez pas le cœur accroché et le cerveau accroché et que vous n'êtes pas prêt à juste être dans une vibe et que vous voulez vraiment de l'action, une vraie quête, un truc qui va d'un point A à un point B, ne le lisez pas. C'est le seul conseil que je peux vous donner pour ce livre. Bref, c'est tout pour moi pour cette update lecture. Si vous avez lu Métro 2033 et que vous avez apprécié, dites-moi ce que vous avez apprécié. Je sais que Catherine, avec qui je l'ai lu en lecture commune, me disait que ce qu'elle aimait bien, c'était le côté un peu jeu vidéo du livre, le fait que tu as plein de petits passages différents, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle, mais si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, si tu l'as lu, dis-moi ce qui t'a vraiment plu. Ça se trouve, c'est un autre aspect du livre qui t'a plu. Ce que vous pouvez également me dire en commentaire, c'est est-ce que vous êtes prêt à donner une chance à Aucune terre n'est la sienne ou Au nom de tous les tiens de Aya Sissoko. S'il y a un des deux qui vous intéresse suite à mon retour, dites-le moi. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais pour ceux qui sont encore là, j'ai également une petite newsletter, un petit rendez-vous littéraire qui s'appelle Daily des livres, dans lequel on lit des livres ensemble. Je vous recommande des livres par thématique. En gros, ce sont pour les personnes qui aiment la lecture. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!